INA Podcast. Relisons Les Misérables de Victor Hugo, découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 7e chapitre, Marius et Jean Valjean entrent dans la barricade. Avec dans les principaux rôles Michel Bouquet, Enjolras, Jacques Dasque, Marius, George Wilson, Jean Valjean, Patrick Lemaître, Gavroche, Christiane Lasquin, Éponine et Jean Vilar, Victor Hugo. Réalisation Henri Soubeyran. Marius était arrivé à 10 toises de la barricade. Il n'avait plus qu'un pas à faire. La veille, il était parti désolé de chez M. Gillenormand. Il y était entré avec une espérance bien petite. Il en était sorti avec un désespoir immense. Toute la journée du Saint-Juin, il rôda sans savoir où. À la nuit tombante, à 9 heures précises, comme il l'avait promis à Cosette, il était allé rue Plumet. Marius s'était précipité dans le jardin. Cosette n'était pas à la place où elle l'attendait d'ordinaire. Il avait levé les yeux et vu que les volets de la maison étaient fermés. Alors, insensé d'amour, ivre, épouvanté, exaspéré de douleur et d'inquiétude, il avait frappé au volet. Personne n'avait répondu. Alors, il s'était dit que puisque Cosette était partie, il n'avait plus qu'à mourir. Ne lui ai-je pas donné ma parole d'honneur que je mourrais ? Elle est partie sachant cela. C'est donc qu'il lui plaît que je meure. Et puis il est clair qu'elle ne m'aime plus, puisqu'elle s'en est allée ainsi sans m'avertir, sans un mot, sans une lettre. À quoi bon vivre ? Et pourquoi vivre à présent ? Et puis quoi ? Être venu jusque-là et reculer ? T'être approché du danger et t'enfuir ? T'esquiver tout tremblant en disant « Au fait, j'en ai assez comme cela, j'ai vu, cela suffit, c'est la guerre civile, je m'en vais. » Abandonner tes amis qui t'attendent, qui ont peut-être besoin de toi, qui sont une poignée contre une armée, manquer à tout à la fois, à l'amour, à l'amitié, à ta parole. Oui, cela est impossible. Si le fantôme de mon père était là, dans l'ombre, et me voyait reculer, il me fouetterait les reins du plat de son épée, il me crierait « Marche donc, lâche !» Et puis, il y a des cas où l'insurrection monte à la dignité du devoir. Qu'y aurait-il de diminuant pour le fils du colonel Pontmercy dans le combat qui s'engage ? Certes, la patrie se plaint, mais l'humanité applaudit. Est-il vrai d'ailleurs que la patrie se plaigne ? La France saigne, mais la liberté sourit. Et devant le sourire de la liberté, la France oublie sa plaie. C'est une guerre civile. Est-ce qu'il y a une guerre étrangère ? Est-ce que toute guerre entre hommes n'est pas la guerre entre frères ? La guerre ne se qualifie que par son but. Il n'y a que la guerre injuste et la guerre juste. Jusqu'au jour où le grand concordat humain sera conclu, la guerre, celle du moins qui est l'effort de l'avenir qui se hâte contre le passé qui s'attarde, peut être nécessaire. Qu'a-t-on à reprocher à cette guerre-là ? La guerre ne devient honte, l'épée ne devient poignard que lorsqu'elle assassine le droit, le progrès, la civilisation, la vérité. Alors, guerre civile ou guerre étrangère, elle est inique. Elle s'appelle le crime. Mais rétablir la vérité sociale, rendre son trône à la liberté, rendre le peuple au peuple, rendre à l'homme la souveraineté, remplacer la pourpre sur la tête de la France,
restaurer dans leur plénitude la raison et l'équité, supprimer tout germe d'antagonisme en restituant chacun à lui-même, anéantir l'obstacle que la royauté fait à l'immense concorde universelle, remettre le genre humain de niveau avec le droit, quelle cause plus juste. Et par conséquent, quelle guerre plus grande? Une énorme forteresse de préjugés, de privilèges, de superstitions, de mensonges, d'exactions, d'abus, de violences, d'iniquités, de ténèbres est encore debout sur le monde, avec ses tours de haine. Il faut la jeter bas. Il faut faire crouler cette masse monstrueuse. Vaincre à Austerlitz, c'est grand. Prendre la Bastille, c'est immense. Méfiez-vous! Les gardes nationaux escaladent la barricade! Allez, Jean! Feu! Allez-vous-en! Je fais sauter la barricade! C'est Marius. Il a pris le baril de poudre. Sautez la barricade! Et toi aussi! Et moi aussi! La barricade est dégagée! Ah, te voilà, Marius. Quel bonheur. Tu es venu à propos. Sans toi, j'étais mort. Sans vous, j'étais gobé. Où est le chef? C'est toi. Que font les assaillants? Ils ne bougent plus. Ils attendent des ordres. Et des renforts. Ils posent des sentinelles à l'entrée de la rue. Ils soignent leurs blessés. Et chez nous, qui manque? Jean Prouvaire. L'a-t-on cherché parmi les blessés? Il n'y est pas. Parmi les morts? Non plus. Il est donc prisonnier. Ils ont notre ami et nous avons leur agent. Tiens-tu à la mort de ce mouchard, Enjolras? De Javert? Oui. Mais moins qu'à la vie de Jean Prouvaire. Eh bien, je vais attacher mon mouchoir à ma canne. Et aller en parlementaire leur offrir de leur donner leur homme pour le nôtre. Écoute, Combeferre! Vive la France! Vive l'avenir! Feu! Ils ont tué Prouvaire. Inspecteur Javert! Tes amis viennent de te fusiller! Ferrac, ce vieux bonhomme étendu là, c'est le père Mabeuf? Oui. Il est mort en escaladant la barricade pour relever le drapeau. Ah, ce fut effrayant à voir. Ses cheveux blancs, cette face décrépite, ce grand front chauve et ridé, ses yeux caves, cette bouche étonnée et ouverte. Ce vieux bras, devant la bannière rouge, surgissant de l'ombre et grandissant dans la clarté sanglante d'une torche. J'ai cru voir le spectre de 93 sortir de terre, le drapeau de la terreur à la main. Quels hommes! Ces régicides. Enjolras, ceci n'est que pour toi, et je ne veux pas diminuer l'enthousiasme. Mais ce n'était rien moins qu'un régicide. Je l'ai connu. Il s'appelait le père Mabeuf. Il aimait passionnément les plantes. Je ne sais pas ce qu'il a pris aujourd'hui. Mais c'était une brave ganache. Tête de ganache et cœur de Brutus. Monsieur Marius. Monsieur Marius. Qui m'appelle? À vos pieds. Vous ne me reconnaissez pas? Non? Éponine. Comment êtes-vous ici? Et habillé en homme? Mais que faites-vous là? Je meurs. Vous êtes blessé? Est-ce grave? Où souffrez-vous? Je vais vous porter dans la salle. Oh, mon Dieu, mais qu'êtes-vous venu faire ici? Je vous ai fait mal? Un peu, Je n'ai touché que votre main. justement. Qu'avez-vous donc à la main? Elle est percée Percée? Oui. De quoi? d'une balle. Comment? Avez-vous vu un fusil qui vous couchait en joue? Oui, et une main qui l'a bouché. C'était la mienne. Quelle folie! Oh, pauvre enfant. Laissez-moi vous porter sur un lit. On va vous panser. Si c'est cela, ce n'est rien. On ne meurt pas d'une main percée. La balle a traversé la main. Mais elle est sortie par le dos.
C'est inutile de m'ôter d'ici. Je vais vous dire comment vous pouvez me penser mieux qu'un chirurgien. Asseyez-vous près de moi sur cette pierre. Voilà. C'est bon. Comme on est bien. Voilà. Je ne souffre plus. Savez-vous, monsieur Marius, ça me taquinait que vous entriez dans ce jardin. C'était bête, puisque c'était moi qui vous avais montré la maison. Puis enfin, je devais bien me dire qu'un jeune homme comme vous me trouvez laide, n'est-ce pas? Voyez-vous, vous êtes perdu. Maintenant, personne ne sortira de la barricade. C'est moi qui vous ai amené ici, tiens. Vous allez mourir. J'y compte bien. Et pourtant, quand j'ai vu comme vous visez, j'ai mis la main sur la bouche du canon du fusil. Comme c'est drôle. Mais c'est que je voulais mourir avant vous. Quand j'ai reçu cette balle, je me suis traînée jusqu'ici. On ne m'a pas vu. On ne m'a pas ramassé. Je vous attendais. Je disais, il viendra donc pas. Oh, si vous saviez, je mordais ma blouse. Je souffrais tant. Maintenant, je suis bien. Oh, je suis heureuse. Tout le monde va mourir. Le roi coup de sabot, s'en allait à la chasse. C'est lui. Mon frère est là. Il faut pas qu'il me voie, il me gronderait. Qui est votre frère? Le petit. Celui qui chante? Oui. Gavroche? Oh, ne vous en allez pas. Ce ne sera pas long à présent. Écoutez, je veux pas vous faire une farce. J'ai dans ma poche une lettre pour vous. Depuis hier. On m'avait dit de la mettre à la poste. Je l'ai gardée. Je voulais pas qu'elle vous parvînt. Mais vous m'en voudriez peut-être quand nous allons nous revoir tout à l'heure. On se revoit, n'est-ce pas? Prenez votre lettre. Prenez. Maintenant, pour ma peine, promettez-moi. Quoi? Promettez-moi. Je vous promets. Promettez-moi de me donner un baiser sur le front quand je serai morte. Je le sentirai. Puis, tenez, monsieur Marius. Je crois que j'étais un peu amoureuse de vous. Éponine essaya encore de sourire et expira. Marius tint sa promesse. Mon bien-aimé, hélas, mon père veut que nous partions tout de suite. Nous serons ce soir rue de l'Homme Armé, numéro 7. Dans 8 jours, nous serons en Angleterre. Cosette. 4 juin. Gavroche, veux-tu faire quelque chose pour moi? Oh, tout, Dieu du bon Dieu. Sans vous, j'étais cuit. Attends-moi une minute. Ouais. Le temps d'écrire un billet. Notre mariage était impossible. J'ai demandé à mon grand-père, il a refusé. Je suis sans fortune, et toi aussi. J'ai couru chez toi, je ne t'ai plus trouvé. Tu sais, la parole que je t'avais donnée, je la tiens. Je meurs. Je t'aime. Quand tu liras ceci, mon âme sera près de toi et te sourira. Tu vois bien cette lettre? Ouais. Prends-la. Sors de la barricade sur le champ. Et demain matin, tu la remettras à l'adresse indiquée, à Mademoiselle Cosette, chez Monsieur Fauchelevent, rue de l'Homme Armé, numéro 7.
Ah bien. Mais pendant ce temps-là, on prendra la barricade et j'y serai pas. La barricade ne sera plus attaquée qu'au point du jour, selon toute apparence. Et ne sera pas prise avant demain midi. Eh ben, si j'allais porter la lettre demain matin... Mais il sera trop tard. La barricade sera probablement bloquée. Toutes les rues seront gardées. Tu ne pourras pas sortir. Allez, va tout de suite. C'est bon, j'y cours. Je m'appelle Marius Pontmercy. Portez mon cadavre chez mon grand-père, Monsieur Gilles Normand, rue des Filles du Calvaire, numéro 6, au Marais. Qu'est-ce que les convulsions d'une ville auprès des émeutes de l'âme? L'homme est une profondeur plus grande encore que le peuple. Jean Valjean, en ce moment-là même, était en proie à un soulèvement effrayant. Tous les gouffres s'étaient rouverts en lui. Lui aussi frissonnait comme Paris au seuil d'une révolution formidable et obscure. Quelques heures avaient suffi. Sa destinée et sa conscience s'étaient brusquement couvertes d'ombre. De lui aussi, comme de Paris, on pouvait dire, les deux principes sont en présence. L'ange blanc et l'ange noir vont se saisir corps à corps sur le pont de l'abîme. Lequel des deux précipitera l'autre? Qui l'emportera? La veille de ce même jour, 5 juin, Jean Valjean, accompagné de Cosette et de Toussaint, s'était installé rue de l'Homme Armé. Une péripétie l'y attendait. Tout en marchant de long en large, à pas lents, son regard rencontra tout à coup quelque chose d'étrange. En face de lui, dans le miroir incliné qui surmontait le buffet, il lut distinctement « Mon bien-aimé, hélas, mon père veut que nous partions tout de suite. Nous serons ce soir rue de l'Homme Armé, numéro 7. Dans 8 jours, nous serons à Londres. Cosette, 4 juin. » Cosette, en arrivant, avait posé son buvard sur le buffet, devant le miroir. L'écriture s'était imprimée dans le buvard reflétait l'écriture. Cosette a écrit cela à quelqu'un. Ainsi, un autre est le but de son cœur, un autre est le souhait de sa vie. Il y a le bien-aimé, je ne suis que le père. Je n'existe plus. Elle s'en va, hors de moi. J'ai donc fait tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Et quoi donc? N'être rien. Les grandes douleurs contiennent de l'accablement. Elles découragent l'être. L'homme chez lequel elles entrent sent quelque chose se retirer de lui. Dans la jeunesse, leur visite est lugubre, plus tard, elle est sinistre. Hélas, quand le sang est chaud, quand les cheveux sont noirs, quand la tête est droite sur le corps, comme la flamme sur le flambeau, quand le rouleau de la destinée a encore presque toute son épaisseur, quand le cœur, plein d'un amour désirable, a encore des battements qu'on peut lui rendre, quand on a devant soi le temps de réparer, quand toutes les femmes sont là, et tous les sourires, et tout l'avenir, et tout l'horizon, quand la force de la vie est complète, si c'est une chose effroyable que le désespoir, qu'est-ce donc dans la vieillesse, quand les années se précipitent, de plus en plus blêmissantes, à cette heure crépusculaire où l'on commence à voir les étoiles de la tombe. Toussaint. Monsieur. De quel côté est-ce, savez-vous? Plaît-il? Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure qu'on se bat? Oh oui, monsieur, c'est du côté de Saint-Méry. Rue de l'Homme Armé, numéro 7. Numéro 7... Ah, c'est par ici. Tiens, ils ont encore des lanternes? Vous n'êtes pas en règle, mes amis? C'est du désordre?
Allons, cassez-moi tout ça. Petit, qu'est-ce que tu as? J'ai que j'ai faim, bonhomme. Petit vous-même? Pauvre être, il a faim. Prends cette pièce de 100 sous. Bourgeois, j'ai mieux casser les lanternes. Reprenez votre bête féroce. On ne me corrompt point. Ça a 5 griffes, mais ça ne m'égratigne pas. As-tu une mère? Peut-être plus que vous. Eh bien, garde cet argent pour ta mère. Vrai? Alors c'est pas pour m'empêcher de casser les réverbères? Tu casses tout ce que tu voudras. Vous êtes un brave homme. Vous êtes de la rue? Oui, pourquoi? Est-ce que vous pourriez peut-être m'indiquer le numéro 7? Est-ce que c'est toi qui m'apportes la lettre que j'attends? Vous êtes pas une femme? La lettre est pour mademoiselle Cosette, n'est-ce pas? Cosette? Oui, je crois que c'est ce nom-là. Eh bien, c'est moi qui dois lui remettre la lettre. Donne. En ce cas, vous devez savoir que je suis envoyé de la barricade. Sans doute. Respect à la dépêche. Elle vient du gouvernement provisoire. Donne. Ne vous imaginez pas que cela est un billet doux. C'est pour une femme, mais c'est pour le peuple. Nous autres, nous nous battons et nous respectons le sexe. Nous ne sommes pas comme dans le grand monde où il y a des lions qui envoient des poulets à des chameaux. Oui, donne. Au fait, vous m'avez l'air d'un brave homme. Donne vite. Tenez. Et dépêchez-vous, monsieur Chose, puisque mademoiselle Chosette attend. Est-ce à Saint-Méry qu'il faudra porter la réponse? Ah, vous feriez là une de ces pâtisseries vulgairement nommées brioche. Cette lettre vient de la barricade de la rue de la Chambrerie. Et j'y retourne. Bonsoir, citoyen. Je meurs. Quand tu liras ceci, mon âme sera près de toi. Ainsi, c'est fini. Il n'y a qu'à laisser les choses s'accomplir. Cet homme ne peut échapper. S'il n'est pas mort encore, il est sûr qu'il va mourir. Quel bonheur. Citoyens, écoutez-moi. Toute l'armée de Paris donne. Un tiers de cette armée pèse sur la barricade où vous êtes. De plus, la garde nationale. J'ai distingué les shakos du 5e de ligne et les guidons de la 6e Légion. Vous serez attaqués dans 1 heure. Quant au peuple, il a bouillonné hier, mais ce matin, il ne bouge pas. Rien à attendre. Rien à espérer. Pas plus un faubourg qu'un régiment. Vous êtes abandonnés. Soit. Élevons la barricade à 20 pieds de haut. Et restons-y, tous. Citoyens, faisons la protestation des cadavres. Montrons que si le peuple abandonne les républicains n'abandonnent pas le peuple. Vive la mort! Restons tous ici. Mais pourquoi tous? Tous. La position est bonne. La barricade est belle. 30 hommes suffisent. Pourquoi en sacrifier 40? Parce que pas un ne voudra s'en aller. Citoyens, la République n'est pas assez riche en hommes pour faire des dépenses inutiles. La gloriole est un gaspillage. Si, pour quelques-uns, le devoir est de s'en aller, ce devoir-là doit être fait, comme un autre. Que ceux qui craignent de n'être plus que 30 le disent. D'ailleurs, s'en aller, c'est facile à dire. La barricade est cernée. Pas du côté des Halles. La rue Mondétour est libre. Et par la rue des Prêcheurs, on peut gagner le marché des innocents. Et là, on sera pris, on tombera dans quelques grands gares de la ligne ou de la banlieue, et ils verront passer un homme en blouse et en casquette. D'où viens-tu, toi? Seras-tu pas de la barricade? Et on vous regarde les mains. Tu sens la poudre? Fusillé. On aille chercher les uniformes des gardes nationaux. Il y en a toujours pour 4. Avec ces uniformes, on se mêle au rang et l'on s'échappe. Allez, 4 volontaires. Allons. Savez-vous de quoi il est question ici?
Il est question des femmes. Ah, vous voulez vous faire tuer. Je le veux, moi aussi, qui vous parle. Mais je ne veux pas sentir des fantômes de femmes qui se tordent les bras autour de moi. Mourez, soit. Mais ne faites pas mourir. Des suicides comme celui qui va s'accomplir ici sont sublimes. Mais le suicide est étroit et ne veut pas d'extension. Et dès qu'il touche à vos proches, ce suicide s'appelle meurtre. Écoutez, tout à l'heure, Enjolras, il vient de me le dire, a vu au coin de la rue du Cygne une croisée éclairée, une chandelle à une pauvre fenêtre au 5e, et sur la vitre, l'ombre toute branlante d'une tête de vieille femme qui avait l'air d'avoir passé la nuit et d'attendre. C'est peut-être la mère de l'un de vous. Eh bien, qu'il s'en aille, celui-là, et qu'il se dépêche d'aller dire à sa mère, « Mère, me voilà ». Qu'il soit tranquille, on fera la besogne ici tout de même. Quand on soutient ses proches de son travail, on n'a pas le droit de se sacrifier. C'est déserter la famille, cela. Et ceux qui ont des filles, et ceux qui ont des sœurs, y pensez-vous? Vous vous faites tuer, vous voilà mort, c'est bon. Et demain? Des jeunes filles qui n'ont pas de pain, c'est terrible. L'homme mendie, la femme vend. Songez à la rue. Songez aux pavés couverts de passants. Songez aux boutiques devant lesquelles des femmes vont et viennent, décolletées et dans la boue. Ces femmes-là aussi ont été pures. Songez à vos sœurs, ceux qui en ont. La misère, la prostitution, les sergents de ville, Saint-Lazare, voilà où vont tomber ces délicates belles filles, plus fraîches que les lilas au mois de mai. Ah, vous vous faites tuer. Ah, vous n'êtes plus là, c'est bien. Vous avez voulu soustraire le peuple à la royauté, vous donnez vos filles à la police. Amis, prenez garde. Ayez de la compassion. Les femmes, les malheureuses femmes, on n'a pas l'habitude d'y songer beaucoup. On se fie sur ce que les femmes n'ont pas reçu l'éducation des hommes. On les empêche de lire, on les empêche de penser, on les empêche de s'occuper de politique. Les empêcherez-vous d'aller ce soir à la morgue et de reconnaître vos cadavres? Voyons, il faut que ceux qui ont des familles soient bons enfants et nous donnent une poignée de main et s'en aillent, et nous laissent faire ici l'affaire tout seuls. Je le répète, il s'agit des femmes, il s'agit des mères, il s'agit des jeunes filles, il s'agit des mioches. Est-ce qu'on vous parle de vous? On sait bien ce que vous êtes. On sait bien que vous êtes tous des braves, parbleu. On sait bien que vous avez tous dans l'âme la joie et la gloire de donner votre vie pour la plus grande cause. On sait bien que vous vous sentez élu pour mourir utilement et magnifiquement, et que chacun de vous tient à sa part de triomphe, à la bonne heure. Mais vous n'êtes pas seul en ce monde. Il y a d'autres êtres auxquels il faut penser. Il ne faut pas être égoïste. Enjolras et Combeferre ont raison. Pas de sacrifice inutile. Je me joins à eux et il faut se hâter. Combeferre vous a dit des choses décisives. Il y en a parmi vous qui ont des familles, des mères, des sœurs, des femmes, des enfants. Que cela sorte du rang. Les hommes mariés et les soutiens de famille hors des rangs. Je leur donne. Je vous en prie. C'est vrai. Tu es père de famille, toi. Va-t'en. C'est plutôt toi. Tu as tes deux sœurs que tu nourris. Allons, dépêchons, dans un quart d'heure, il ne serait plus temps. Citoyens, c'est ici la République. Et le suffrage universel règne. Désignez vous-même ceux qui doivent s'en aller. 1, 2. Sortez du rang. 3, 4, 5. Ils sont 5, Enjolras. Il n'y a que 4 uniformes. Eh ben, il faut qu'un reste. Marius, désigne celui qui doit rester. Faites vite. Moi? Sauvé! Hein? On a jeté un 5e uniforme. Le 5e est sauvé! 5e uniforme, mais comment? Où? Ce vieux qui vient d'arriver, là! Quel est cet homme? C'est un homme qui sauve les autres. Je le connais. Citoyens, soyez le bienvenu. Vous savez qu'on va mourir.
Jean Valjean venait d'entrer dans la barricade. Citoyens, vous représentez-vous l'avenir? Les rues des villes inondées de lumière, des branches vertes sur les seuils, les nations, sœurs, les hommes justes, les vieillards bénissant les enfants, le passé aimant le présent, les penseurs en pleine liberté, les croyants en pleine égalité. Pour religion, le ciel, Dieu, prêtre direct. La conscience humaine devenue l'autel. Plus de haine, la fraternité de l'atelier et de l'école, pour pénalité et pour récompense, la notoriété, à tous le travail, pour tous le droit, sur tous la paix. Plus de sang versé, plus de guerre, des mères heureuses. Dompter la matière, c'est le premier pas. Réaliser l'idéal, c'est le second. Réfléchissez à ce qu'a déjà fait le progrès. Jadis, les premières races humaines voyaient avec terreur passer devant leurs yeux l'hydre qui soufflait sur les eaux, le dragon qui vomissait le feu, le griffon qui était le monstre de l'air et qui volait avec les ailes d'un aigle et les griffes d'un tigre, bêtes effrayantes qui étaient au-dessus de l'homme. L'homme, cependant, a tendu ses pièges, les pièges sacrés de l'intelligence, et il a fini par y prendre les monstres. Nous avons dompté l'hydre, et elle s'appelle le steamer. Nous avons dompté le dragon, et il s'appelle la locomotive. Nous sommes sur le point de dompter le griffon. Nous le tenons déjà, et il s'appelle le ballon. Le jour où cette œuvre prométhéenne sera terminée, et où l'homme aura définitivement attelé à sa volonté la triple chimère antique, l'hydre, le dragon et le griffon, il sera le maître de l'eau, du feu et de l'air, et il sera pour le reste de la création animée ce que les anciens dieux étaient jadis pour lui. Citoyens, où allons-nous? À la science, faites gouvernement. À la force des choses devenues seule force publique. À la loi naturelle ayant sa sanction et sa pénalité en elle-même, et se promulguant par l'évidence, à un lever de vérité correspondant au lever du jour. Nous allons à l'union des peuples. Nous allons à l'unité de l'homme. Plus de fiction, plus de parasites. Le réel, gouverné par le vrai. Voilà le but. La civilisation tiendra ses assises au sommet de l'Europe et plus tard au centre des continents, dans un grand parlement de l'intelligence. Quelque chose de pareil s'est déjà vu. Les amphictyons avaient 2 séances par an, l'une à Delphes, lieu des dieux, l'autre au Thermopyle, lieu des héros. L'Europe aura ses amphictyons, le globe aura ses amphictyons. La France porte cet avenir sublime dans ses flancs. C'est là la gestation du XIXe siècle. Ce qu'avait ébauché la Grèce est digne d'être achevé par la France. Écoute-moi, toi, Feuilly, vaillant ouvrier, homme du peuple, homme des peuples. Je te vénère. Oui. Tu vois nettement les temps futurs. Oui. Tu as raison. Tu n'avais ni père ni mère, Feuilly. Tu as adopté pour mère l'humanité et pour père le droit. Tu vas mourir ici. C'est-à-dire triompher. Citoyens, quoi qu'il arrive aujourd'hui par notre défaite aussi bien que par notre victoire, c'est une révolution que nous allons faire. De même que les incendies éclairent toute la ville, les révolutions éclairent tout le genre humain. Et quelle révolution ferons-nous? Je viens de le dire, la révolution du vrai. Au point de vue politique, il n'y a qu'un seul principe, la souveraineté de l'homme par lui-même. Cette souveraineté de moi sur moi s'appelle liberté. Là où 2 ou plusieurs de ces souverainetés s'associent, commence l'État. Mais dans cette association,
Il n'y a nulle abdication. Chaque souveraineté concède une certaine partie d'elle-même pour former le droit commun. Cette quantité est la même pour tous. Cette identité de concession que chacun fait à tous s'appelle égalité. Le droit commun n'est pas autre chose que la protection de tous rayonnant sur le droit de chacun. Cette protection de tous sur chacun s'appelle fraternité. Le point d'intersection de toutes ces souverainetés qui s'agrègent s'appelle société. Cette intersection étant une jonction, ce point est un nœud. De là ce qu'on appelle le lien social. Quelques-uns disent contrat social. Entendons-nous sur l'égalité, car si la liberté est le sommet, l'égalité est la base. L'égalité, citoyen, ce n'est pas toute la végétation à niveau. Une société de grands brins d'herbe et de petits chênes, c'est, civilement, toutes les aptitudes ayant la même ouverture, politiquement, tous les votes ayant le même droit, religieusement, toutes les consciences ayant le même droit, l'égalité à un organe, l'instruction, gratuite et obligatoire, le droit à l'alphabet. C'est par là qu'il faut commencer. L'école primaire imposée à tous, l'école secondaire offerte à tous, c'est la loi. De l'école identique sort la société idéale, oui. Enseignement. Lumière. Lumière. Tout vient de la lumière. Et tout y retourne. Citoyens, le 19e siècle est grand. Mais le 20e sera heureux. Alors plus rien de semblable à la vieille histoire. On n'aura plus à craindre, comme aujourd'hui, une conquête, une invasion, une usurpation, une rivalité de nations à main armée, une interruption de civilisation dépendant d'un mariage de rois, une naissance dans les tyrannies héréditaires, un partage de peuples par congrès, un démembrement par écroulement de dynastie, un combat de deux religions se rencontrant de front, comme deux boucs de l'ombre sur le pont de l'infini. On n'aura plus à craindre la famine, l'exploitation, la prostitution par détresse, la misère par chômage, et l'échafaud, et le glaive, et les batailles, et tous les brigandages du hasard dans la forêt des événements. On sera heureux. Le genre humain accomplira sa loi comme le globe terrestre accomplit la sienne. L'harmonie se rétablira entre l'âme et l'astre. L'âme gravitera autour de la vérité comme l'astre autour de la lumière. Amis, l'heure où nous sommes et où je vous parle est une heure sombre, mais ce sont là les achats terribles de l'avenir. Une révolution est un péage. Oh. Le genre humain sera délivré, relevé et consolé. Nous le lui affirmons sur cette barricade. D'où poussera-t-on le cri d'amour, si ce n'est du haut du sacrifice? Oh, mes frères, c'est ici le lieu de jonction de ceux qui pensent et de ceux qui souffrent. Cette barricade n'est faite ni de pavés, ni de poutres, ni de ferraille. Elle est faite de deux monceaux, un monceau d'idées et un monceau de douleurs. La misère y rencontre l'idéal. Le jour y embrasse la nuit et lui dit « Je vais mourir avec toi et tu vas renaître avec moi ». Les souffrances apportent ici leur agonie et les idées leur immortalité. Cette agonie et cette immortalité vont se mêler et composer notre mort. Frères, qui meurt ici, meurt dans le rayonnement de l'avenir, et nous entrons dans une tombe toute pénétrée d'aurore. Relisons Les Misérables de Victor Hugo. C'était aujourd'hui le 7e chapitre. Marius et Jean Valjean entrent dans la barricade.
découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Avec George Wilson, Jean Valjean, Michel Bouquet, Enjolras, Jacques Dasque, Marius, Patrick Lemaître, Gavroche, Christiane Lasquin, Épomine. Avec René Farabet, Robert Party, Philippe Lodenbach, Claude Harlet, Jean Péméja, Jean-Jacques Lagarde. Et dans le rôle de Victor Hugo, Jean Villard. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Claude Oberlé. Bruitage, Jean Berriac. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Henri Soubéran.